Bonsoir et bienvenue à tous. C'est parce que la guerre du Rif a servi de modèle au mouvement d'indépendance d'autres pays colonisés. C'est parce qu'il a mis au point le modèle de lutte armée pour la décolonisation des peuples. Abdelkrim el-Khattabi est considéré comme un précurseur. Ce fondateur de la République du Rif, il y a un siècle, le 22 juillet 1921, après sa victoire contre les Espagnols à la bataille d'Anoual, était à la tête d'un mouvement de résistance qui a marqué le début du XXe siècle. Cette résistance, par-dessus l'idée de tribu, incorpore l'idée d'une nation. Pour revenir sur l'histoire de la République et de la résistance de Abdelkrim el-Khattabi, j'ai le plaisir de recevoir l'historien Dahou Djelbel. Bonsoir. Bonsoir. J'ai le plaisir également d'avoir au téléphone avec nous, à partir d'Espagne, l'historienne Maria Rosa de Madariaga. Bonsoir. Oui, bonsoir. Et merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Monsieur Dahou Djelbel, je commence avec vous. La revue Naqd, que vous dirigez d'ailleurs, a consacré un numéro spécial à cette république, à cette résistance de Abdelkrim el-Khattabi. Oui, effectivement, il faut dire que cette idée est venue d'un vieux militant du PPA-MTLD, membre de la Fédération de France du FLN, c'est Siamar Ben Addouda, qui, il y a quelques années, il y a 3 ou 4 ans, m'avait dit pourquoi on ne ferait pas quelque chose en mémoire de ce grand combattant qui a initié les premières luttes de libération en Afrique du Nord au XXe siècle. Et donc cette idée a fait son cours et nous avons contacté des amis historiens marocains. Et puis, nous avons aussi contacté une des amies et des camarades de Siamar Ben Addouda, qui est l'historienne spécialisée sur le mouvement de libération au Maroc et sur Abdelkrim el-Khattabi, qui est Maria Rosa de Madariaga, qui était aussi une militante anti-franquiste et qui était aussi un soutien extrêmement important de la lutte de libération algérienne entre 1954 et 1962. Donc nous l'avons aussi sollicité en tant qu'historienne espagnole, comme nous avons sollicité aussi un autre important historien espagnol qui est Bernabé, le professeur Bernabé López Garcia. Donc avec mes amis marocains, historiens tunisiens et nous-mêmes, nous avons apporter nos contributions pour jeter une lumière sur ce moment extrêmement important dans l'histoire contemporaine de l'Afrique du Nord. C'est la première guerre de guérilla, c'est la première victoire contre une troupe d'occupation étrangère en Afrique du Nord au XXe siècle. Et c'est tout à l'honneur de Abdelkrim el-Khattabi qui a dirigé cette grande bataille qui est la grande bataille d'Anoual en 21 juillet 1921, et on a dit que ce numéro sortira le 21 juillet 2021 à l'occasion du centenaire. Et donc grâce à Maria Rosa de Madariaga, grâce à López Garcia, grâce à Si Mustafa Bouaziz et Kharshish, mais aussi Mimoun au Maroc, nous avons pu arriver à temps pour, disons, marquer cet événement qui pour nous est un événement non seulement pour le Rif marocain, pour le Maroc, mais aussi pour toute l'Afrique du Nord. J'ai intitulé l'émission Abdelkrim el-Khattabi, le précurseur. Ho Chi Minh, l'homme, etc., le plus important de Vietnam, celui qui a dirigé également le mouvement de décolonisation, l'avait surnommé ainsi, un précurseur. Oui, parce qu'ils sont contemporains en fait. La bataille menée le combat mené par les Rifins, à la tête et à leur tête l'émir Abdelkrim el-Khattabi, a été la première lutte de libération d'un peuple colonisé contre une puissance coloniale au XXe siècle. Et donc cette lutte de libération est devenue un modèle, parce que c'est une guerre de guérilla, une guerre asymétrique, on dirait aujourd'hui, entre une des puissances de l'Europe, des puissances militaires de l'Europe, occupant le nord du Maroc, et
le peuple marocain, et en particulier les montagnards du Rif. Et donc ce modèle-là, qui va être, disons, défait en 1926 par la coalition franco-espagnole, parce que les troupes françaises viennent en soutien et au secours des troupes espagnoles et réduisent la résistance des populations du Rif marocain. Donc cette résistance-là et cette bataille, ces batailles qui sont menées sont devenues un modèle et une référence pour non seulement les Marocains, mais aussi les Algériens, les Tunisiens et aussi les Vietnamiens, qu'on va retrouver avec l'étoile nord-africaine en 1926 et 1927 donc, plus tard. Avec nous, je l'ai dit tout à l'heure, Maria Rosa de Madariaga. Donc pour vous, l'émergence du sentiment anticolonialiste chez Abdelkrim Khattabi remonte à la Première Guerre mondiale, vers 1915, lorsqu'il a été arrêté et interrogé par le fameux Siste, n'est-ce pas? Oui, le capitaine Siste, qui était capitaine de service des indigènes. Il était à la délégation des affaires indigènes et c'était un capitaine qui l'a en effet interrogé. Et là, il a lancé ce que j'ai appelé le premier manifeste anticolonial d'Ibn Abdelkrim al-Khattabi. J'ai dit Ibn Abdelkrim parce qu'en fait, le nom d'Abdelkrim, c'était le nom de son père. Oui. Mais il s'appelait Mohammed. Mais il a été connu dans l'histoire comme Abdelkrim et c'était à vrai dire le vrai nom de son père. Et il a été interrogé donc par le capitaine Siste et il a lancé, il a exprimé ses idées pleinement, ouvertement, comme quoi il a été mis en prison par la suite parce que ses déclarations ont été considérées comme très dangereuses pour la présence de l'Espagne dans le Rif et pour la présence française aussi. Il a été emprisonné par la suite. Et ce que j'ai appelé donc le premier manifeste anticolonial. Justement, pourquoi vous l'avez appelé le premier manifeste anticolonial? C'est-à-dire que ce n'était pas un manifeste, mais c'était des manifestations. Il a exprimé sa pensée, et qui était sa pensée de lutte contre le colonialisme. Il a dit que jamais il permettrait que les troupes espagnoles occupent son territoire. C'était une manière de que Beni Uragel, qui était sa tribu originaire, et jamais il permettrait l'occupation de cette tribu. Mais il a eu, par la suite, il s'est rendu compte que la lutte ne devait pas se limiter à sa tribu, mais à toutes les tribus du Rif. Et il était un rassembleur aussi, c'est-à-dire de créer l'idée des nations, une idée qui dépassait l'idée des tribus, mais qui était supratribale. Supratribal parce qu'il a tout fait pour promouvoir justement ce sentiment d'appartenir à une nation, comme vous l'avez si bien écrit dans cette... Exactement. Il a imprimé à son mouvement cette idée qu'il ne fallait pas, parce que jusqu'à son époque, les coalitions des tribus c'était ce qu'on appelle des harkas, et c'était de lutte des coalitions des tribus qui se faisaient et qui s'y défaisaient à mesure que l'ennemi était vaincu. Quand l'ennemi était vaincu, les coalitions des tribus disparaissaient. Et il a constitué l'idée qu'il ne fallait pas, que ces coalitions ne devraient pas disparaître, qu'il fallait continuer la lutte. C'est-à-dire qu'elles n'étaient pas des choses éphémères, mais des choses permanentes. Créer l'idée de la lutte anticoloniale ne devrait pas s'arrêter.
Monsieur Dahoud Djelbel, le début de cette résistance ressemble, comme par hasard, au début de la résistance de l'émir Abdelkader. Il fallait toujours convaincre les tribus et puis lancer le mouvement. Absolument, et je pense que la mémoire collective, c'est une mémoire transmise de génération en génération. Et la mémoire de la résistance du début du 19e siècle, de l'émir Abdelkader et de Ahmed Bey, est passée de génération en génération. L'expérience de l'émir Abdelkader pendant 17 ans de lutte, ce n'est pas seulement une guerre contre un occupant, contre la puissance française qui rentre par effraction en Algérie alors que personne ne lui a demandé de venir, mais c'est aussi chaque combat, chaque bataille qui est menée par l'émir Abdelkader, que ce soit la bataille de la Tafna ou d'autres batailles. De Makta, par exemple. Oui, le Makta. Oui. Toutes ces batailles étaient destinées à renégocier avec la puissance française la reconnaissance de la souveraineté algérienne sur son territoire et sur ses populations. Et à chaque fois, la France reconnaissait au fur et à mesure la souveraineté algérienne sur une partie du territoire algérien et sur une partie de la population algérienne. Et chaque lutte qui était menée était d'étendre cet espace de souveraineté et ce pouvoir souverain sur l'ensemble de l'Algérie. Et donc, en fait, au fur et à mesure que se menait la résistance de l'émir Abdelkader, se mettait en place le dispositif d'un État algérien autochtone et souverain. Et c'est ça qui est extrêmement important dans l'histoire du 19e siècle, qui a été transmise donc au 20e siècle. Et l'émir Abdelkrim a fait la même chose que l'émir Abdelkader. Parce que chaque bataille, dont la bataille de Noël, servait à renégocier avec la puissance occupante la reconnaissance de la souveraineté des peuples d'Afrique du Nord sur leur territoire et sur leur population. Puisqu'on évoque l'émir Abdelkader, on doit rappeler également que l'émir Abdelmalek avait pris part à cette résistance. Effectivement, et là c'est le point de la solidarité des peuples de l'Afrique du Nord, du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie. Parce que pendant que se déployaient les troupes françaises avec les tirailleurs algériens d'ailleurs qui étaient mobilisés, 1912, février 1912, la loi sur la conscription obligatoire des Algériens pour mener la guerre contre les Marocains, pour occuper le Maroc et pour défendre la France contre l'occupation allemande en Alsace et à Lorraine. Donc au fond, la résistance marocaine a trouvé un soutien auprès de l'émir Abdelmalek, qui est aussi un petit-fils de l'émir Abdelkader, qui a mené toute la résistance qui est dans l'est du Maroc et à l'ouest de l'Algérie, sur les frontières algéro-marocaines, à la tête des communautés marocaines, Rifène et autres, qui ont été donc solidaires dans cette lutte pour la libération. Donc au fond, les luttes qui sont menées au Maroc sont aussi les luttes qui vont être soutenues par les Algériens et vice-versa. Parce que l'idée même d'indépendance a vu le jour à la fois au Maroc, donc cette région du Rif, mais aussi en Algérie, n'est-ce pas, dans cette période? Elle a été aussi reprise, cette idée de l'indépendance, en tout cas de la libre disposition des peuples de disposer d'eux-mêmes, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, par l'émir Khaled, autre petit-fils de l'émir Abdelkader, qui en 1919 fait une lettre au président Wilson des États-Unis dans laquelle il réclame ici la reconnaissance de la souveraineté des Algériens et la citoyenneté algérienne. Et donc 1912, 1916, 1919, c'est une chaîne qui va se mettre en place dans la conscience des populations de l'Afrique du Nord, au Maroc, en Algérie et en Tunisie. Avec l'émergence de cette idée d'indépendance comme... Absolument, et c'est un mot nouveau, l'istiqlal. Oui. L'istiqlal, c'est un mot nouveau dans l'histoire. Au XIXe siècle, il n'y a pas encore l'idée de l'istiqlal. Enfin, on ne le trouve pas dans la littérature de la résistance. Mais l'idée de la nation, comme disait la professeure Maria Rosa de Madariaga, l'idée de la nation, l'idée d'une république, elle est née à ce moment-là. Elle est née donc avec l'émir Abdelkrim et elle va être reprise par l'émir Khaled et elle va enfin être reprise et mise en œuvre par l'étoile nord-africaine en 1926 par la création de cette association des musulmans de l'Afrique du Nord.
Avec nous toujours Maria Rosa de Madariaga. Qu'est-ce qui a fait que Abdelkrim El-Khattabi, en 1921, donc le 21 juillet, gagne sa bataille, la bataille d'Anoual? Oui, bon, c'est-à-dire il y a différentes causes, mais c'était parce que les Espagnols menaient une politique qui était comment dirais-je, c'est-à-dire que c'était pas de gagner les populations, mais d'acheter les populations, c'est-à-dire par l'argent. On les soudoyait, on leur donnait de l'argent en échange de leur fidélité. Alors, ça créait des sentiments d'amertume et ça créait des sentiments contraires à l'occupation coloniale. Et là, à un moment donné, les tribus se sont soulevées. Il y avait dans toutes les tribus des mouvements de résistance et Abdelkrim a su comment réunir ces malaises, ces mécontentements de pouvoir les unir dans un but commun de lutte contre l'occupation coloniale. Et ça, c'était son mérite qu'il a pu et il a su comment le faire d'une manière très habile, d'une manière très intelligente. Il faut dire qu'il était un homme très intelligent et il a su gagner à leur cause, à sa cause, tous les combattants qui étaient quelquefois séparés, qui étaient éparpillés, mais il les a unis dans un but commun de lutte contre l'occupation coloniale. C'est-à-dire, il était un rassembleur. Il a su rassembler les aspirations des gens. Oui, rassembleur, mais qu'est-ce qui explique alors l'opposition du RIF au sultan à l'époque, au sultan du Maroc, je veux dire? Non, c'est-à-dire que la situation du RIF par rapport au pouvoir central, c'était assez décentraliser les pouvoirs. C'est-à-dire, c'était un pouvoir qui était déjà... Les sultans avaient un pouvoir spirituel, mais pas temporel. Les gens des tribus se gouvernaient par elles-mêmes. Et de temps en temps, ce qui arrivait, c'est que les sultans envoyaient des expéditions pour toucher des impôts. Et on les signait à mort à ce moment-là. Et là, il y avait une résistance contre l'occupation, contre par exemple, en 1898, il y a eu Boucht al-Baghdadi, un caïd du sultan, qui a envahi les territoires pour toucher les impôts. Et ça crée une malaise énorme. Et il y a il a tué beaucoup de gens, et beaucoup de gens sont fuis. Justement, de la tribu qui côtoie Beni Uragel, qui était la tribu d'Abdelkrim, une tribu côtière, qui est la tribu de Bokoya. La plupart, il y a eu 300 personnes qui sont allées se réfugier en Algérie, justement. Vous restez avec nous. Restez avec nous, Madame Maria Rosa de Madariaga. Monsieur Daoud Elbel, qu'est-ce qui a fait que le RIF va s'opposer? Donc, elle vient de nous donner une explication, mais je pense qu'il y a d'autres raisons qui ont fait que cette opposition entre le RIF et le Marzen de l'époque. Oui, parce qu'il y a eu en fait la reconnaissance du sultan du protectorat français sur le Maroc. Et l'émir Abdelkrim a refusé de reconnaître la souveraineté française ou la protection française sur le Maroc. Et donc il a dénoncé cette politique du palais royal
qui a accepté de composer avec l'occupant, et lui a décidé de résister. Vous savez, dans nos populations de l'Afrique du Nord, il y a toujours un noyau de résistance qui dit « vaut mieux, je préfère casser que rompre ». Hein, il y a un dicton très connu dans les montagnes algériennes qui dit plutôt casser que de rompre, plus que de se plier, plutôt se rompre que de se plier. Et donc en fait, la réponse est la résistance et la création de la République du Rif. Donc la République du Rif, c'était pour se démarquer politiquement d'une politique qui accepterait un partage de souveraineté ou un protectorat étranger sur l'Afrique du Nord. Et cela est d'autant plus vrai que dès 1925, l'émir Abdelkrim el-Khattabi envoie un appel au peuple marocain, algérien et tunisien. Si vous me permettez juste le premier paragraphe, il dit « Les héros du Rif ont repris la guerre contre leurs ennemis, les Espagnols et les Français. Certes, les musulmans ont que réunit la société, l'étoile nord-africaine, Marocains, Algériens, Tunisiens ont accueilli avec allégresse et grande joie cette nouvelle. Ils saluent les victoires éclatantes remportées par les héros des tribus Anjara, Bni Khaled, El-Koutama, Bni Aros, Sanhaja, Tarzout, Bni Ouriagel, espérant que Dieu fera couronner leurs opérations de succès et opérera pour eux la libération du Maroc et son indépendance. L'expérience que nous avons acquise de la dernière guerre et de la présente nous a appris que la guerre pour la cause de la liberté et de l'indépendance n'est pas chose facile, car cela demande des efforts inouïs, de grandes préparations intérieures et des secours matériels et moraux de l'étranger. Que nos frères rifins comptent donc sur l'aide de tous les musulmans de l'Afrique du Nord, car certes, les musulmans qui négligent de venir en aide aux combattants ne trahissent pas seulement son devoir, mais encore son intérêt. La victoire des musulmans du Rif et des Jbela contre leurs ennemis constituera une faiblesse qui atteindra les forces de ceux qui nous ont imposé leur domination. Il sera alors facile aux musulmans du reste du Maghreb, de l'Algérie et de la Tunisie, de les combattre et d'échapper à leurs griffes. Tout musulman qui aide ainsi les rifins prépare en même temps sa propre libération. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus qu'un tel appel à la solidarité des peuples du Maghreb. J'aimerais revenir maintenant à la République du Rif. Il avait jeté les bases d'un véritable État. Absolument, comme l'avait fait l'émir Abdelkader, désignant ses propres représentants, rifins de cette République, définissant les conditions de la vie commune. Mais je pense que la professeure de Madariaga est mieux placée que moi pour parler de cette République du Rif. Madame. Je crois que lui il a pris le mot République, en effet, par contraposition au pouvoir central. Oui. C'est-à-dire, il y avait une monarchie, c'est-à-dire un sultanat, et là, le mot République avait des connotations très modernes, et ça vient à quoi plaire c'est-à-dire que ça se situait un peu au niveau des pays européens les plus évolués qui s'étaient débarrassés de leur roi et qui avaient instauré des républiques. Alors, qu'est-ce qui caractérise le fonctionnement de cette république? Parce qu'il y avait dans l'idée d'Abdelkrim, il y avait l'idée d'une république mais moderne, c'est-à-dire moderne, où l'éducation jouerait un rôle fondamental, un rôle très important. Il donnait beaucoup d'importance à l'éducation. Parce qu'il faut signaler qu'au Rif, l'occupation espagnole, il n'y avait pas d'école. Justement. Et à un moment donné, il s'est rendu compte, et c'était une des causes de son opposition à l'occupation espagnole. Bon, il était bien sûr contre toute occupation coloniale, n'importe de quel genre. Mais surtout, l'occupation espagnole, c'était une occupation surtout militaire, où les militaires jouaient un rôle très important. Et il y avait très peu de création d'écoles. La plupart des personnes étaient des personnes qui étaient soumises
un régime militaire, c'est-à-dire qu'il n'était pas libre d'agir comme il entendait, et il était donc contraire à l'image qu'il se faisait de ce qui devait être un pays libre. Et il s'est opposé à l'occupation espagnole parce que c'était surtout l'œuvre des militaires. Mais cette république Des militaires qui opprimaient les peuples et ne faisaient rien pour la population. C'était une république qui avait son hymne national, son emblème, sa capitale, Ajdil, qui était... Si, Ajdil, c'était le lieu de naissance d'Abdelkrim. C'était un village, je connais Ajdil, et c'est en face de la baie d'Alousemas. Donc, c'était une république, M. Dahoudjelbel, qui avait un fonctionnement moderne, comme elle vient de mais le dire. il faut quand même remettre en contexte, c'est une république en guerre, c'est-à-dire que c'est pas la paix où on peut considérer que les bases d'un État moderne vont être jetées. Mais la république est un projet. Et c'est la raison pour laquelle, comme vous avez cité au départ, que c'était quelque chose d'annonciateur de ce que va être la lutte de libération des peuples d'Afrique du Nord. C'est-à-dire que c'est pas seulement une guerre, mais c'est une révolution qui va permettre à ces peuples, pour la première fois depuis 2 ou 3 siècles, d'avoir leur propre État, leur propre gouvernement et leur propre représentation. Oui, se projeter dans l'avenir. Et se projeter dans l'avenir, absolument. Oui. Il a essayé de faire des réformes, par exemple, il a essayé de faire une réforme agraire dans le Rif en soumettant les terres de ceux qui étaient des collaborateurs avec les Espagnols ont été confisquées et données aux pauvres de la tribu. C'est-à-dire qu'il a essayé de faire une réforme agraire. Et il a aussi essayé de créer des écoles. Seulement, il y avait un problème pour la création des écoles. Et la création des écoles, comme m'a expliqué Bougibar, qui était ministre d'Abdelkrim et était en même temps son beau-frère, et il avait un problème pour la création d'écoles. La plupart de la population était berbérophone. Et là, il n'y avait pas le moyen de les alphabétiser avec d'autres langues que l'arabe. Et la plupart des personnes ne connaissaient pas l'arabe. Et en même temps, le mouvement de résistance s'étendait vers l'ouest. Non, c'est-à-dire la plupart de la population, la population du côté de Tétouan et tout ça, non, c'est différent. La population de Djebala, normalement, elle était arabophone. Et même si des souches, ils étaient berbérophones, ils étaient berbères, mais ils étaient quand même arabophones. Mais les rives centrales et les rives orientales, dont la plupart des territoires étaient des personnes, des tribus qui ne connaissaient pas l'arabe. Et ils étaient berbérophones. Et il y a la tribu des Romara qu'il avait donc gagné avant Djibala, n'est-ce pas? Et c'est-à-dire, oui, après le mouvement s'est étendu jusqu'au Djibala, il a dominé Romara et Djibala, mais jusqu'à ce moment-là, et c'est surtout les noyaux, les durs de résistance, c'était dans les rives centrales, autour de sa tribu, la tribu de Beni Ruagel. Donc, qu'est-ce qui va menacer maintenant le projet d'Abdelkrim El-Khattabi avant la conférence de Madrid, bien entendu? Il va y avoir cette histoire de la tribu de Ben Zerouel, monsieur... Les Ben Zerouel, évidemment. Il faut rappeler que, comme pour l'émir Abdelkader, les Shorfa,
étaient pour les États centraux et ils étaient des forces auxiliaires de tout État central, qu'il soit autochtone ou qu'il soit étranger. Et l'émir Abdelkader a réuni les communautés qui n'étaient pas Shorfa. Et donc les Shorfa n'ont pas reconnu l'autorité d'Abdelkader parce qu'ils ne le considéraient pas comme un shérif. Mais il était soutenu par toutes les tribus confrériques et maraboutiques. Et c'est pareil pour l'émir Abdelkrim. Donc il n'était pas reconnu par les Shurafa, qui étaient beaucoup plus attachés à la couronne, enfin au palais royal. Au sultan. Pardon? Oui. Au sultan. Au sultan, Au oui. sultan. Donc, et là, c'est en fait les premières formes de la résistance du peuple contre des élites qui sont des élites collaboratrices et qui acceptent les présences étrangères et la perte de souveraineté. Et ça aussi, c'est un signe avant-coureur, c'est une forme de lutte d'un précurseur qui va en fait ouvrir la voie à l'étoile nord-africaine et à tout ce qu'elle représentait par la suite. Oui, oui. Madame Oui, parce Maria, que lui, la tribu il était un homme cultivé. Et il était, ce qu'on peut dire, qu'il appartenait à une intelligentsia, à une personne éclairée, mais qui n'était pas shurfa, je n'étais pas en effet shérif. Mais la tribu de Benzerouel va faire appel à lui pour les soutenir dans leur lutte contre les Français, parce que c'était un territoire occupé. Il faut rappeler que la tribu de Benzerouel était occupée par les Français, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est-à-dire il appartenait au protectorat français, et la tribu de Benzerouel, en effet. Et c'était là qu'il y avait des doutes. Abdelkrim envoyait des émissaires de voir il voulait entamer des négociations avec les Français pour dire on ne sait pas très bien, les limites des territoires ne sont pas très bien établies, il faudrait établir des limites plus claires et il faut négocier ça. Et là, les Français se sont rendus compte que s'ils acceptaient d'entamer des négociations sur les limites territoriaux, c'est une manière de reconnaître l'existence d'Abdelkrim. Et ça, ils ne pouvaient pas le permettre. Donc, ils ont refusé d'entamer des négociations sur les limites territoriaux. Et ça sera donc le début un petit peu de la fin de cette résistance, parce que juste après ce rapprochement avec cette tribu de Benzerouel, nous assistons à la conférence de Madrid, en effet, à la conférence de juin-juillet Madrid, 1925. où Oui. Pétain a remplacé Lyautey, parce que Lyautey était contraire à une intervention dans le Maroc espagnol, dans le protectorat espagnol. Il n'aimait pas ça. Il dit il faut éviter d'entrer dans ces guépiers. Il disait, c'était un guépier. Il faut éviter d'entrer dans ces guépiers. Mais là, petit à petit, l'état-major français était d'accord avec une intervention franco-espagnole, et puis Pétain s'est imposé. Et là, le maréchal Lyautey a dû, cesser en tant que résident général. Et il a été démis de ses fonctions. Et voilà que c'est Pétain qui a mené l'affaire. Et là, Pétain, il était complètement d'accord avec une intervention franco-espagnole. Et là, ils ont pris en tenaille les forces rifènes. Les Espagnols ont débarqué à la baie d'Alhucemas et ils ont envahi les territoires à partir du nord, et les Français sont entrés par le sud, et là, ils ont pris en tenaille les forces rifènes, et là, Abdelkrim, à un moment donné, il n'a pas pu résister, continuer la résistance, parce que le peuple était très affaibli
Et il faut dire que là, il y avait périodiquement des dissettes parce que lorsqu'il y avait une mauvaise récolte, la sécheresse était terrible et il y avait donc les gens mouraient de faim et c'est créé une situation très mauvaise. Et puis il y avait l'Espagne a aussi utilisé des gaz toxiques lors de la guerre du Rif. Et il a bombardé avec les pérites. Et les gens mouraient d'une manière terrible. Et là, c'était pour éviter les souffrances à son peuple. Abdelkrim a décidé. Il a consulté les chefs et il les a réunis pour voir s'il devait continuer la lutte. Et les opinions étaient partagées. Et il y en avait qui disaient qu'il fallait continuer la lutte. Mais là, il s'est rendu compte que les souffrances de son peuple étaient très... il n'a pas pu supporter les souffrances de son peuple et il a fini par accepter la reddition aux Français. Il s'est rendu aux Français pour éviter, justement parce qu'en Espagne il y avait une dictature, la dictature de Primo de Rivera, et alors il n'y aurait pas et les Espagnols, l'armée, le voulaient énormément. Ils voulaient se venger de lui. Et là, ça n'aurait été pas étonnant si on le tuait, si on le fusillait. Et là, il préférait de se rendre aux Français parce qu'il savait qu'en France, il y avait quand même une opinion publique et il y avait une démocratie bourgeoise, mais une démocratie. Et les gens allaient protester contre si il lui arrivait quelque mal. Et donc, il s'est rendu aux Français. Là encore, restez avec nous, Madame Maria Rosa de Madariaga. Monsieur Dahou Djerbel, là encore, il y a une ressemblance avec la fin de la résistance de l'émir. Oui, et donc, pour revenir à cette fin de la résistance de l'émir Abdelkrim, il faut dire que l'intervention de la France n'est pas seulement pour soutenir l'Espagne, mais parce qu'il y avait une véritable crainte que cette résistance ne se répande en Algérie. C'est pourquoi donc l'écho de la résistance de l'émir Abdelkrim s'est répandu en Algérie. On commençait à se demander, mais il est possible de résister à une troupe d'occupation. Et là, j'ai des archives, en fait, qui sont maintenant à Aix-en-Provence, dans lesquelles il y a des rapports des administrateurs civils en Algérie qui parlent de l'écho qui arrive de la résistance de l'émir Abdelkrim el-Khattabi et du Rif, qui arrive dans les diverses régions de l'Algérie. Par exemple, ici, à Jijel, écrit le commissaire de police, les indigènes suivent avec beaucoup d'attention la question du Maroc. À Saïda, le retard apporté dans les opérations décisives contre Abdelkrim et les crises de paix et les propositions de paix faites à ce dernier ont causé un certain malaise. Donc, Saïda aussi, au Tlair, l'administrateur signalait fin juillet que les indigènes se préoccupaient du grand nombre de blessés qui arrivaient depuis le Rif en Algérie. Et on suit à Ain el-Qsar. Les indigènes commencent à s'étonner de la longue résistance de l'émir Abdelkrim, mais aussi un peu plus loin, donc dans toutes les régions du pays. Donc il y avait un écho retentissant en Algérie. Ça, on ne le sait pas. Les bouquins d'histoire n'en parlent pas, de l'historiographie coloniale française ou même de l'historiographie algérienne. Or, pourtant, il y a un écho et les gens se réveillent en Algérie et commencent à penser qu'il est possible de résister contre l'occupation étrangère. Et d'où l'intervention des troupes françaises contre la République du Rif, contre l'émir Abdelkrim, pour coordonner avec les Espagnols la destruction de cette résistance dans l'œuf avant qu'elle ne se réponde en Afrique du Nord. Et ça, c'est extrêmement important, d'autant que, comme le dit le professeur de Madariaga, c'est qu'en France, en Europe, en Russie soviétique,
on commence à mettre en place des dispositifs de soutien à la République du Rif. Il y a des membres du bureau politique du Parti communiste français qui viennent pour apporter une aide matérielle et morale, faire de la propagande au sein des troupes françaises d'occupation contre la guerre du Rif. Donc au fond, progressivement, cette idée anticoloniale de décolonisation, elle commence à faire son chemin. Oui. Madame Maria Riaga. Oui. Non, je voulais dire qu'il y a eu beaucoup de manifestations en France organisées par le Parti communiste français. Il y a même le fameux télégramme de Doriot qui était par la suite devenu un fasciste. Collaborateur, oui. Un fasciste, c'est drôle. Et il a passé d'être un député communiste à être un fasciste. Mais enfin bon, et ça, ce sont des choses qui arrivent. Et là, mais en tout cas, à l'époque où il était communiste, il envoyait un télégramme de félicitations à Abdelkrim. Et il y avait les ouvriers, même à l'époque, il y avait beaucoup d'ouvriers espagnols en France. Et il y a même des tracts que j'ai trouvés à l'Institut Maurice Thorez en espagnol, que j'ai reproduits dans mon livre sur Abdelkrim, justement des tracts en espagnol. On appelle les ouvriers espagnols à la lutte, à la manifester contre la guerre du Rif. Avant la guerre du Rif, on disait partout des pancartes et des tracts qu'on distribuait dans les usines. Et qu'en est-il des messages qu'on voyait avant, la fin de cette résistance? Il avait envoyé des mémorandums, je pense, à ce qu'il appelait à l'époque le monde civilisé, les nations civilisées, n'est-ce pas? Oui, ça c'est formidable, la lettre aux nations civilisées. Ça c'est formidable. Je l'ai reproduit dans la lettre aux nations civilisées, où il parle des grandes contradictions de ces nations civilisées qu'il proclame, c'est qu'après ils trahissent. C'est vrai. Et là, il met les nations civilisées devant ces contradictions. Ouais. C'est formidable, cette lettre d'Abdelkrim aux nations civilisées. Oui, monsieur Djebbel. Oui, il faudrait peut-être rappeler que disons, cette vision de l'émir Abdelkrim d'une lutte solidaire, d'abord des peuples d'Afrique du Nord, mais aussi avec les premières formes de lutte anticoloniale et de solidarité avec les peuples coloniaux, donc va se poursuivre chez l'émir Abdelkrim. Il ne va pas arrêter après avoir accepté de se rendre et avoir été déporté. Il continue. Donc, dans les années 1920, dans les années 1930 et dans les années 40, à vouloir constituer, jeter les bases d'une solidarité des peuples de l'Afrique du Nord pour la libération du Maghreb. Et ça, c'est extrêmement... Oui, en effet. Et ce projet sera... C'est vrai, et la France, bien sûr, craignait la lutte de libération d'Abdelkrim, c'était un danger, parce qu'il pouvait se contagier à d'autres régions du monde islamique. Et les grandes puissances qui avaient créé des grands empires, comme la Grande-Bretagne ou la France, avaient peur que ça puisse s'étendre dans certaines régions. Et là, en effet, la peur de la France, c'était que l'exemple du Maroc, du Rif, puisse s'étendre à d'autres régions du monde occupé par elle, qui étaient des pays islamiques. Oui, et il faut rappeler qu'il a été déporté donc à Marseille, puis à l'île de la Réunion, mais au retour, quand il a été décidé de le ramener en France, il s'est évadé et il s'est installé au Caire, en Égypte. Oui. Justement, au Caire, il sera mis en difficulté par le pouvoir central marocain, le Marzan. D'ailleurs, il a écrit, Madame Hassan notamment, ne le portait pas forcément. Alors, il faut bien
mettre en contexte. En fait, il a été donc déporté, Oui. et il est resté avec ce ressentiment contre la classe politique. Parce Oui, que la oui, classe oui, en politique effet, a oui. négocié la reddition, elle a négocié le protectorat étranger sur la souveraineté marocaine. Et donc il est toujours resté hostile aux partis politiques qui négociaient d'une manière ou d'une autre l'intégration ou la coopération ou l'entente avec les puissances occidentales. Et donc, en fait, à partir de 1947, il devient président ou chef du comité de libération du Maghreb. Libération Ok. du Maghreb. Et donc, il se sépare de la classe politique marocaine pour former les commandos pour la libération, les premiers commandos qui vont constituer les armées de libération du Maroc, de la Tunisie et de l'Algérie. Et d'ailleurs, dès 1947-48, avec l'occupation de la Palestine par les troupes étrangères et la création de l'État d'Israël, les premiers commandos qu'il a formés, il y a 400 membres des commandos formés qui vont aller se battre pour la Palestine dès 1947-48. Et ça, donc il s'est jamais démarqué par rapport à cette nécessité ce principe anticolonialiste et de lutte armée contre l'occupation étrangère. La primauté de la lutte armée sur la négociation politique. Quand il était au Caire, qu'il était le président, on l'a accordé la présidence du comité pour la libération du Maghreb. Et il disait toujours que la libération du Maroc ne serait être acquise jusqu'à la libération des autres pays du Maghreb. Et quels étaient ces rapports, justement, avec la le sultan libération à de l'époque? l'Algérie et la libération de la Tunisie. Il ne concevait pas la libération seulement d'un seul peuple du Maghreb, mais des autres peuples du Maghreb. Il les connaissait, il les voyait comme un ensemble. Et quels étaient ses rapports à l'époque avec le sultan du Maroc et notamment son fils? Bon, disons qu'ils étaient distants, mais pas hostiles, parce qu'il était quand même un homme conciliant, mais il était ferme sur le fond, mais souple sur les formes, hein, disons. Alors, il ne s'est jamais opposé ouvertement, mais il n'était pas. Mais pourquoi il a refusé de repartir au Maroc, même après l'indépendance du Maroc? La fin du protectorat, je veux dire. Et c'était en 1956, la fin du protectorat. C'est-à-dire la France a accordé l'indépendance au Maroc, je crois que c'est le 30 mars 1956, et l'Espagne, c'était suivi de l'Espagne. L'Espagne ne pouvait pas rester. Il faut dire que l'Espagne n'avait jamais, à l'origine, signé un accord des protectorats avec les sultans du Maroc. C'était la France qui l'avait signé en 1912, le traité de Fès, qui établissait les protectorats français au Maroc. Et ce qui arrivait, c'est que la Grande-Bretagne ne voulait pas que de l'autre côté du détroit de Gibraltar s'établisse une grande puissance comme la France. Alors, elle a forcé l'Angleterre à accepter qu'une frange au nord septentrional, au nord du Maroc, serait accordée à l'Espagne. Et en effet, ça s'est passé comme ça, que lors du traité. Donc, c'était la France qui accordait une frange septentrionale à l'Espagne, qui c'était le protectorat espagnol, mais l'Espagne n'a jamais signé un traité avec les sultans.
Monsieur Je ne sais pas si je m'explique bien. Oui, c'est clair. Alors, à partir de 1947... Alors, 47 était une date extrêmement importante, à mon avis. Si on élargit le spectre sur l'ensemble de l'Afrique du Nord, et en particulier si on revient à ce qui se passe au même moment en Algérie. Vous savez qu'en 47, il y a les élections municipales et le PPA clandestin devient Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques. Mais il y a un courant à l'intérieur du PPA qui refuse de passer de la clandestinité à la lutte légale, officielle, etc. Et donc il y a la création de l'organisation spéciale, de l'OS du PPA, MTLD. Et cette hausse, en fait, c'est le courant qui représente aussi ce qu'avait représenté l'émir Abdelkrim, ce que continue de représenter en 1947. Donc il y a en quelque sorte, dans l'ensemble du Maghreb, parce que même en Tunisie, Salah Ben Youssef, dans le sud tunisien, est pour l'option de la lutte armée pour la libération du Maghreb. Donc 1947, c'est ce moment important, c'est un tournant extraordinaire qui met en opposition, ou du moins en conflit, les partisans d'une solution politique à l'occupation coloniale et les partisans de la libération par la lutte armée. Et donc, au fond, nous voyons ici tout le rôle qu'a joué autour de l'émir Abdelkrim les partisans donc des premiers noyaux de la formation des armées de libération du Maroc, de la Tunisie et de la LN de l'Algérie. Donc ça, et je pense que le personnage, la figure de l'émir Abdelkrim, c'est pas seulement une figure marocaine ou rifaine, c'est une figure nord-africaine extrêmement importante dans l'histoire contemporaine. En effet. Et il faut dire qu'un personnage comme Ho Chi Minh a parlé de lui, surtout des abris, des refuges qu'il a construits à l'époque pour garder les munitions et les armes, et la nourriture. Et il y avait des refuges ou des abris partout qu'il a créés, qu'il a construits. Et là, c'était un peu... Ho Chi Minh s'est rappelé des refuges et des abris qui ont été construits par les Viet Cong au Vietnam. Et il s'est rappelé, il a dit qu'il y avait un précédent dans le Rif. Abdelkrim était un précédent des refuges et des abris créés pour le maintien des munitions et des armes et la nourriture de la population. L'émission tire à sa fin, Madame Maria Rosa de Madaliaga. Ce sera la dernière question pour vous. Est-ce que vous pouvez commenter cette phrase de Abdelkrim El-Khattabi qu'il avait adressée à un journaliste « Je suis venu trop tôt ». Oui, en effet, je suis venu trop tôt. Parce que là, comme vous avez dit, il a été un précurseur des mouvements de libération qui se sont passés un peu entre les deux guerres mondiales. Et lui, il est après la Première Guerre mondiale. Et donc, des mouvements de libération qui sont survenus après la Deuxième Guerre mondiale, pardon. Et lui, il est après la Première Guerre mondiale qu'il est survenu. C'est pour ça qu'il a dit que je suis né très tôt. Parce qu'il a été un précurseur de ce qui seront par la suite les mouvements de libération des pays décolonisés après la Deuxième Guerre mondiale. Je tiens à vous remercier vivement, Madame Maria Rosa de Madaliaga. Vous étiez avec nous au téléphone à partir d'Espagne. Monsieur Dahou Djerbel, que reste-t-il de l'esprit d'Abdelkrim Khattabi aujourd'hui dans le Rif marocain? Écoutez, ce qui reste l'expérience de la lutte et de la résistance du peuple rifin et de l'émir Abdelkrim Khattabi, c'est la solidarité. C'est le dépassement des divergences entre tribus, entre communautés, etc. Il a lancé l'idée d'une unité des peuples, d'une unité du peuple marocain par-delà
les différences et les diversités, disons, culturelles, linguistiques ou régionales, et il a mis en place l'idée d'une nation, en fait, l'idée d'un État moderne, contemporain. Et c'est exactement ce qui s'est passé aussi avec l'Étoile nord-africaine, avec Messali Haj, avec le Parti du peuple algérien, qui, eux, donc par rapport à l'émir Khaled et à l'émir Abdelkrim, ont mis en place l'instrument de la lutte de libération. L'instrument de la lutte de libération, c'est le Parti nationaliste. Et le Parti nationaliste, c'est lui qui va ensuite incruster l'idée de l'indépendance et de la souveraineté de l'État algérien dans les populations algériennes, dans toutes les régions et dans toutes les couches. Aujourd'hui, les jeunes dans le Rif, ils ont toujours les idées, sont vivaces. Écoutez, le Hirak qui a précédé le Hirak algérien, c'est un Hirak qui est né au Maroc et surtout dans le Rif marocain. Et donc, au fait, l'idée du Hirak, l'idée d'un soulèvement pour la liberté, pour l'autonomie, pour l'indépendance, elle est toujours là, au sein des populations de l'Afrique du Nord. Voilà, je vous remercie, monsieur Dahoui Kelbel. Je rappelle que la revue Naqd que vous dirigez a consacré un numéro spécial à Abdelkrim Khattabi et la libération du Maghreb. Est-ce que la revue consacre d'autres numéros oui, spéciaux? Effectivement, oui. Ce sont des numéros hors série, oui. Qui sont dans la série Histoire et Mémoire. Et donc ce numéro-là a voulu marquer le centenaire de la bataille de Noual. Mais nous sommes en train de préparer un numéro spécial de la série Histoire sur le 17 octobre 1961 à Paris, puisque ce sera en 2021 le 60e anniversaire. Et déjà, il est en train d'être préparé avec les documents d'archives, avec des témoignages et avec des articles d'historiens britanniques, français et algériens. Voilà. Je vous remercie vivement d'avoir répondu à nos questions. Je remercie également Madame Maria Rosa de Madariaga, qui était avec nous au téléphone à partir d'Espagne. Je vous remercie de nous avoir suivis. Merci et à bientôt.